La Coupe du monde de football 2026 bat son plein aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'occasion de faire un tour d'horizon des grandes ferveurs, des supporters ou des ultras qui sont présents pour la compétition en Amérique du Nord. Welcome sur l'Arena. Générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne L'Arena pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose, après la première journée de groupe de la Coupe du Monde 2026, de faire le tour des meilleures ambiances, des meilleurs supporters et des enjeux tribunes de ce mondial. Vous allez voir, on va se régaler. Il y a eu certaines images fantastiques et de grosses ferveurs après les premiers matchs. Ça va se poursuivre pendant les 10 jours restants de phase de groupe. Donc si vous avez loupé des choses ou vous voulez avoir toutes les informations pour la suite de la compétition, quelle ferveur suivre, quelles ambiances à surveiller, eh bien, cette vidéo, elle est pour vous. C'est une vidéo participative comme j'en ai l'habitude. Vous pouvez donc en commentaire ajouter, compléter, relever des choses que vous avez trouvées sympathiques, voire même si vous êtes dans les stades, partagez vos ressentis. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va parler du plus bel hymne national de la compétition et des innovations de la FIFA. Avant de débuter, merci pour votre soutien sur les 2 dernières vidéos. N'hésitez pas à aller les voir si vous avez manqué. Et puis n'hésitez pas non plus à soutenir mon travail et la chaîne. Le like, le boost, le commentaire, l'abonnement. Vous connaissez la chanson, mais vous savez à quel point ça donne de la force. Et ça me pousse à vous proposer toujours plus de contenu. Alors merci du fond du cœur à celles et ceux qui, chaque semaine, portent la chaîne. Bienvenue à toi si tu découvres l'Arena. Bienvenue dans l'aventure. Alors avant de commencer la vidéo, il y a quand même une mise au point à faire parce qu'on ne peut pas se réjouir de tout. En tout cas, ça me semble impossible de faire la passe, de faire un tour d'horizon de tout ce qui est bien et d'occulter les choses inadmissibles autour du supporterisme pour cette Coupe du Monde. D'abord, évidemment, les prix. Ça influence évidemment la ferveur parce que pas tout le monde a la possibilité de débourser de telles sommes pour voir un match de Coupe du Monde. Rajoute à ça le parking, l'hôtel, la nourriture, l'avion. Voilà, on n'est malheureusement pas dans l'esprit de sport populaire, de foot populaire. C'est de très très loin la Coupe du Monde la plus onéreuse de l'histoire, très loin devant la Russie 2018 ou le Qatar 2022. Donc l'accessibilité freine quand même pas mal de choses. Quand on sait ce que l'UEFA va proposer pour l'Euro 2028 en termes d'accessibilité, le contraste avec cette Coupe du Monde de la FIFA est assez criant. Et deuxièmement, évidemment, les conditions réservées à certains supporters. Beaucoup de restrictions, des interdictions de déplacement, des visas annulés pour certains Écossais, mais aussi pour tous les supporters sénégalais ou ivoiriens, pas les bienvenus, des Haïtiens pas autorisés à venir sur le sol états-unien. Ça veut dire que seuls les expatriés, les ressortissants de ces pays peuvent soutenir leur sélection sur place, mais pas les personnes venant directement des pays. Autant de restrictions, des gens pas autorisés à venir pour voir du football et leur nation, leur pays. C'est jamais à jamais arrivé pour une Coupe du Monde. Et qu'on se le dise, c'est honteux, c'est indigne de l'esprit Coupe du Monde, c'est indigne de la devise Football Unites the World de la FIFA que l'administration américaine envoie balader. Et je parle même pas des autres problèmes, là je reste que sur le supporterisme. Ça me semble important d'en parler très rapidement au préambule, je l'avais déjà fait dernièrement. Oui, il y a eu de magnifiques ambiances, oui, on va continuer de voir de très belles images, mais je pense que je me dois aussi sur ce sujet-là précisément, qui plus est le supporterisme, qui est quand même un gros axe de la chaîne, de ne pas faire d'impasse, d'informer et de dire s'il y a des choses plutôt consternantes. Voilà pour le petit aparté, on va quand même se réjouir parce qu'il y a déjà eu de très très belles images supporterisme en cette première semaine de compétition. Déjà à l'ouverture, à l'Azteca, si c'est pas le temple du mondial, ce stade, premier stade de l'histoire à accueillir des matchs sur 3 Coupes du Monde. Magnifique ambiance pour cette ouverture, le lancer sublime de sombrero des supporters mexicains pendant l'hymne de la Coupe du Monde 2026. Tu sentais un peuple mexicain avec beaucoup d'attente et de ferveur qui a envie de voir El Tri faire une grosse Coupe du Monde. On a aussi senti cette émulation dans les rues de Mexico, évidemment, ou alors dans d'autres villes du pays. Ce sera intéressant de voir ce que donnera aussi l'ambiance mexicaine lors du prochain match dans quelques heures à Guadalajara avec un autre public mexicain et aussi des prix bien moins chers que le match d'ouverture. Mobilisation de quelques associations de supporters organisées mexicaines, je pense par exemple à Furia Aztec, à la Furia Aztec, qui était bien présente à Mexico pour ce match d'ouverture. On peut aussi parler de l'association Pancho Villa's Army, qui est un groupe de fans mexicains basés aux États-Unis,
Parce que oui, et on aura l'occasion dans ce mondial de le voir, le soutien mexicain dépasse le cadre des frontières quand on connaît l'immense diaspora mexicaine aux États-Unis. Voilà par exemple une fanzone FIFA FanFest à Dallas. On voit la folie sur l'ouverture du score de Quiñones face à l'Afrique du Sud. Il y a un match qui a été très intéressant en tribune, c'est le Canada-Bosnie à Toronto. Première fois dans son histoire que le Canada accueillait un match de Coupe du Monde. Il y avait aussi l'enjeu que les Canadiens remportent pour la première fois un match dans un mondial. Match nul un partout contre les Bosniens, mais en tout cas magnifique atmosphère avec un stade de Toronto tout rouge avec quelques supporters en bleu et des sublimes scènes notamment en amont de la rencontre, comme cette immense procession des supporters canadiens dans les rues de Toronto aux couleurs de l'équipe nationale, tout en rouge. Faut bien se rendre compte de ce que représentent ces images dans la culture sport de ce pays. J'ai repéré et lu pas mal de réactions de journalistes canadiens sur place qui affirment n'avoir jamais vu ça pour du foot au Canada et pour la sélection nationale canadienne. Ça peut nous sembler peut-être banal en Europe de voir un cortège de supporters de foot comme cela, mais pas au Canada. Et donc, ça nous donne une autre dimension de cette ferveur autour de l'équipe nationale canadienne pour ce mondial 2026. Et d'ailleurs, revoyez les images de joie au stade au moment de l'égalisation de l'Arin face à la Bosnie. Ça fait du bruit, on sent une véritable libération et attente autour de cette équipe. Affaire à suivre, surveillons les Canadiens dans cette Coupe du Monde. Côté bosnien, là aussi, il y a de très belles choses à relever puisque la sélection emmenée par Edin Dzeko est soutenue massivement par toute la diaspora bosnienne établie en Amérique du Nord, mais évidemment, le groupe ultra de la sélection nationale, les BH Fanaticos. Regardez ces quelques images lors du cortège d'avant-match. Dress code tout en bleu, drapeau avec les armoiries et les fleurs de lys de sortie. Les BH Fanaticos étaient bien présents pour le retour en Coupe du Monde de leur sélection pour la première fois depuis 2014. Si vous ne les connaissez pas, les BH, c'est dans le top 3 des groupes ultra de sélection en Europe, très grosse ferveur, typique des Balkans. Ils ont des sections en Amérique du Nord, ce qui explique aussi leur présence. Ils ont pu s'appuyer sur le réseau sur place. Contagion quelque peu réduit forcément vu la distance et les coûts, mais ils sont présents, ils ont fait du bruit lors du match contre le Canada. Alors malheureusement, ils étaient placés tout en haut d'une tribune, ça a quelque peu réduit leur portée et l'ambiance. On espère qu'ils seront mieux placés lors du prochain match, derrière un but. Mais voilà, c'est à relever, l'un des groupes ultra majeurs de sélection européenne est bien présent pour ce mondial en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, si vous regardez les réactions des Canadiens aussi, il y en a qui sont assez surpris et assez choqués de voir une telle ferveur de la part des supporters européens. Le match Brésil-Maroc également a accouché de belles images au stade, un superbe rendez-vous sur le terrain et en tribune. Ça avait d'ailleurs commencé hors du stade et notamment à Times Square à New York où les Brésiliens et les Marocains ont mis le feu avant la rencontre. Ça va être un lieu pendant ces semaines de compétition où vont converger les supporters des différentes nations pour porter leurs équipes. Au stade, les Marocains étaient en infériorité numérique, assez logique quand on sait qu'il y a beaucoup de supporters brésiliens aux États-Unis, mais on a quand même bien entendu les Dima Maghrib au MetLife Stadium de New York. Faudra voir si les sections internationales des ultras marocains sont mobilisées pour soutenir les Lions de l'Atlas. Vous savez que des clubs comme le Raja ou le Wydad Casablanca ont des sections ultra en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Est-ce que ces supporters-là sont mobilisés pour soutenir la sélection? C'est une petite interrogation, j'ai pas de réponse à l'heure actuelle. Si jamais vous avez des infos en plus, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Mais bien évidemment, les Marocains sont à suivre dans cette Coupe du Monde, à la fois sur le terrain et à la fois en tribune. En tout cas, il y avait plus de jaune que de rouge au stade, ça c'est sûr. Les Brésiliens qui sont notamment emmenés par le groupe de supporters Movimento Verde Amarelo, le mouvement vert et jaune, aux couleurs de la sélection. Une torcida brésilienne qui soutient l'équipe nationale, c'est festif, c'est coloré, c'est brésilien. Ils avaient notamment envahi Central Park
avant la rencontre et ils vont pousser fort pour que le Brésil tente d'aller chercher sa 6e étoile durant cette Coupe du Monde. À noter aussi que la Torcida de Corinthians, l'une des plus bouillantes du Brésil, les Gaviões, avait quelques représentants présents pour ce match pour soutenir la sélection brésilienne. Ce qu'on retient avec ces premiers matchs, et ça va continuer, c'est évidemment, mais on s'y attendait, que les supporters sud-américains sont bouillantissimes, survoltés et en nombre. Suffit de voir les vagues jaunes lors des matchs de l'Équateur ou de la Colombie. Côté équatorien, c'est toujours assez impressionnant. Contre la Côte d'Ivoire, c'était bruyant, notamment avec la hinchada de la sélection, la 5-9-3, la 5-9-3. C'est l'indicateur de l'Équateur 593. C'est une hinchada typique latina sud-américaine, très passionnée. Et on l'a vu, ce soutien bouillant autour de El Tri à Philadelphie pour la rencontre face aux Ivoiriens. Et puis côté colombien, là c'est aussi une sacrée folie. Invasion des supporters de la Colombie dans les rues à Mexico quelques heures avant le match. Je ne sais pas si vous avez humé l'atmosphère lors de cet affrontement contre l'Ouzbékistan à Mexico. Écoutez voir l'hymne national colombien. Non, non, on n'est pas à Bogota, on est bien à Mexico, stade couvert de jaune. Il y a des vibes de Coupe du Monde 2014 qu'on va sentir avec cette équipe. Ils vont jouer à domicile tout le temps. Il y a aussi un groupe officiel de la sélection qui a fait le déplacement, une hinchada qui s'appelle la Fiebre Amarilla, la fièvre jaune en français, qui a déferlé en Amérique du Nord pour soutenir les Cafeteros. Japon-Pays-Bas a été un match très agréable en tribune, notamment grâce aux supporters japonais, au mur bleu qui a mis une ambiance constante face aux Néerlandais. Grosse culture tribune au Japon, vous savez qu'il y a des groupes ultra assez impressionnants et fantastiques au Japon, donc c'est toujours une très belle ambiance, les Nippons, qui pourraient être un bel outsider de ce mondial 2026. Côté néerlandais, les Oranges sont bien là aussi. Il y a une grosse communauté néerlandaise aux États-Unis d'ailleurs. Le match s'est disputé à Dallas et on a eu le droit au traditionnel links-rechts, gauche-droite des supporters bataves qui avaient déjà fait fureur à l'Euro 2024. Voici les images de cette année en 2026. Deux autres grandes ferveurs européennes à suivre durant ce mondial, les Anglais et les Croates. Les Anglais ont déferlé en nombre pour soutenir les Three Lions. Regardez par exemple cette fan zone et ce bar à Dallas. Et oui, ça pioche dans le répertoire comme toujours. On a eu le droit à Oasis, au Sweet Caroline, comme d'habitude. Énorme présence lors du premier match contre la Croatie avec ce qui se fait tout le temps avec les fans anglais. Mettre le drapeau comme étendard, parfois le logo du club ou le nom de l'équipe locale, ou alors le nom de la ville d'origine. Très clairement, ils sont dans l'ambiance, les Anglais, et comme à chaque grand tournoi, qui plus est aux États-Unis, ça va être à suivre en tribune. Très grosse présence croate également. Je rappelle qu'il y a une très forte diaspora croate aux États-Unis. Christian Pulisic, entre autres, est un exemple de cette diaspora puisqu'il avait un aïeul croate. Je crois qu'il y a à peu près 1 million de Croates ou de descendants croates aux États-Unis. Ils ont mis le feu dans les rues de Dallas en déambulant avec un immense damier croate chantant le célèbre chant croate, la célèbre chanson Moja Domovina, ma patrie. Pareil au stade, même chose que pour les Anglais, drapeau avec le nom de la ville écrit en noir. Et on a même vu
de l'irrédentisme croate qu'on voit souvent lors de manifestations sportives, comme ici, le drapeau qui est celui d'Herceg-Bosna, c'est pas tout à fait le même que celui de la Croatie, le blason du milieu change, brandi avec le nom de la ville de Mostar. Mostar, c'est pas en Croatie, c'est en Bosnie, c'est la ville symbole du clivage entre croate et bosniaque, et Herceg-Bosna, c'était le nom de l'État séparatiste de la communauté croate de Bosnie que les forces croates avaient créé pendant la guerre, pendant les guerres d'ex-Yougoslavie. Voilà, toujours un peu d'histoire sur la chaîne pour comprendre les symboles présents. Les ultras Vinkovci, qui sont les ultras du club de Vinkovci, sont présents aux États-Unis. Alors cette image, c'est une image du groupe lors du dernier match de préparation des Croates avant le mondial. Mais il y avait la badge du groupe lors du match contre l'Angleterre. Il y a donc une présence des Ultra Hrvatski derrière les Vatreni. Il y en a peut-être d'autres, j'ai pas encore la formation à 100%, mais à voir si les Démonies, la Corta ou le Tornado Zadar et consorts, régulièrement présents pour soutenir la Croatie, sont aux États-Unis. Côté Turquie, grand cortège des supporters avant la rencontre à Vancouver, pays à la culture foot fantastique. C'est à ce moment de l'année, quand elle se qualifie en grand tournoi, que les supporters turcs, pourtant tellement rivaux avec leur club tout au long de la saison, sont unis sous les mêmes couleurs et le même drapeau. Malheureusement pour les Turcs, pour leur premier match en Coupe du Monde depuis 24 ans, ils ont perdu 2-0 contre l'Australie. Mais évidemment, les Turcs, ça va être à relever et à suivre tout au long de la compétition. Et puis, avant d'évoquer les autres éléments à retenir assez brièvement, un mot spécifique sur le match Argentine-Algérie qui a eu lieu à Kansas City et qui a vu Léo Messi pondre un récital à bientôt 39 ans. Il y a eu des scènes chaudes avant le match entre les Algériens et les Argentins. 12 ans d'absence en Coupe du Monde pour les Fennecs. L'attente fut longue. Ils étaient à peu près 10 000 au stade, mais on a surtout entendu les Argentins qui sont massivement soutenus aux États-Unis. Ils étaient à peu près 50 000 dans le stade à Kansas pour la rencontre. Chaque Coupe du Monde, le supporterisme argentin mondial est fascinant et tellement bruyant. On se souvient du mondial au Qatar en 2022. Très clairement, ça va être encore plus important et imposant cette année, compte tenu évidemment de la distance plus réduite, des Argentins présents en Amérique du Nord. Et honnêtement, mis à part si un Argentine-Mexique au Mexique, il y aura difficilement un match dans la compétition où ils seront en infériorité numérique en tribune. C'est une passion incommensurable et effervescente qui va accompagner l'Albi Céleste dans la compétition. Que peut-on encore relever dans les stades et tribunes après cette première journée de Coupe du Monde? La très belle ambiance autour de la Team USA dans le sublime et moderne stade de Los Angeles. Très bel engouement autour de l'équipe américaine. Évidemment, le scénario du match contre le Paraguay a aidé. Mais on sent là aussi que cette culture sport, pas vraiment familière avec le football, le soccer comme ils l'appellent là-bas, attend de grands frissons. On notera aussi les supporters d'Haïti et de Curaçao qui ont vécu un moment d'histoire avec ce retour en Coupe du Monde pour les uns, le premier match pour les autres. Les supporters de Curaçao ont vécu leur premier but en Coupe du Monde contre l'Allemagne, sacré exploit. Très belle scène aussi pour les supporters des Grenadiers à Boston, où la diaspora haïtienne est importante. Côté norvégien, les Vikings du Fjord sont de sortie. Dix ans après le clapping islandais à l'Euro, on a cette année le cri des rameurs norvégiens qui miment la rame dans un drakkar viking. Ils seront à suivre, ces supporters qui redécouvrent la Coupe du Monde, en plus d'avoir une très belle équipe.
Côté français, belle ambiance avant France-Sénégal, la liesse à Times Square, les irrésistibles français, l'association de supporters de l'équipe de France, qu'on a bien entendu aussi lors du match. Et puis les Sénégalais ont bénéficié également d'un gros soutien. Je crois que la communauté sénégalaise à New York est la plus importante de tout le pays. Et quand on sait malheureusement que les Sénégalais qui vivent au Sénégal ne sont pas autorisés à venir, les Lions de la Teranga auront besoin du soutien de leurs supporters déjà présents sur place. Un événement évidemment à grosse portée géopolitique, le match de l'Iran, avec le drapeau du régime de la République islamique posé sur la pelouse d'un stade américain, c'est tout un symbole. À noter qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ce match en tribune. Les supporters iraniens qui sont sur place, en grande majorité, c'est la diaspora qui vit aux États-Unis. Ce sont des gens installés aux États-Unis. Et donc, la très grande majorité, ce sont des gens anti-régime. Il y a eu quelques sifflets sur l'hymne iranien. Au moment où le drapeau s'est affiché aussi, il a été déplié, il y a eu quelques sifflets. Et on le voit sur cette photo, on voit beaucoup plus de drapeaux de l'État impérial d'Iran, c'est-à-dire le régime du Shah avant l'instauration de la République islamique en 1979, qui est aussi le drapeau utilisé par les opposants au régime. On l'a vu lors des manifestations de janvier. On le voit aussi sur cette photo, également très politique et symbolique. Des supporters iraniens ont également rendu hommage aux 168 victimes du bombardement américain de février dernier sur une école de la ville de Minab qui a tué principalement des jeunes écolières âgées de 7 à 12 ans. Les supporters iraniens ont brandi le nombre 168 et le nom de la ville de Minab pour rendre hommage. Faire ça évidemment aux États-Unis, c'est tout un symbole. Tous les matchs de la sélection seront scrutés et à fort enjeu, il est possible d'avoir États-Unis-Iran en 16e de finale en fonction des résultats en poule et si les deux équipes parviennent à se qualifier. Évidemment, si ça arrive, ce serait intense et très particulier. À l'heure d'ailleurs où un accord de paix entre Iraniens et États-Uniens est annoncé et doit être signé prochainement à Genève. Grande parade des supporters belges avant le match contre l'Égypte. Belle mobilisation aussi du groupe de supporters organisé Fankurve Schweiz pour soutenir la Suisse, la Nati. Côté autrichien, le groupe ultra de la sélection nationale Fankurve Österreich est bien présent en Amérique du Nord pour le retour de l'Autriche après 28 ans d'absence en Coupe du Monde. Regardez ces images de cortège avant la rencontre face à la Jordanie. Et puis enfin, l'Écosse. Quelle ferveur écossaise! Le plus bel hymne de cette Coupe du Monde 2026. Et si c'était le Flower of Scotland, chanté plein poumon, écoutez. Je vous invite à écouter le bruit des supporters lors du but de McGinn, lors du match contre Haïti. Non, on n'est pas à Hampden Park. Je vous promets, on était bien à Boston. La ferveur écossaise est exceptionnelle. La Tartan Army is on fire. On avait déjà eu le droit à des scènes folles à l'Euro 2024 en Allemagne. Ça fait 28 ans que les Écossais attendaient de revivre cela en Coupe du Monde. Ils sont une des grandes attractions tribunes de ce mondial et très clairement dans le top 2, top 3 des publics et supporters européens les plus nombreux dans cette Coupe du Monde. La Coupe du Monde, voilà, c'est aussi ça, c'est surtout ça la Coupe du Monde, les stades, les supporters, les ferveurs monstres, parfois autour de certaines sélections. On voit très bien également le mélange de culture fan qui se côtoient, qui cohabitent entre les supporters africains, le mouvement ultra européen, la culture soccer ou alors ces hinchadas d'Amérique latine. C'est un vrai bouillon de ferveur et de diversité typique de ce genre de compétition internationale et je trouve que c'est très beau à voir. Il y a aussi parfois des mélanges d'influences qui peuvent subvenir durant ce genre de compétition.
À noter toutes les belles images qu'on a vues, les Français, les Algériens, Brésiliens, Sénégalais ou Marocains qui se succèdent à Times Square pour faire la fête, les Bosniens et Canadiens qui se partagent amicalement, les rues de Toronto, les Haïtiens et Écossais ou Japonais et Néerlandais qui font la fête ensemble. Bref, de belles choses à relever, c'est l'esprit Coupe du Monde et quel bonheur d'avoir sa nation qui participe à une telle compétition. Génial aussi ce nouveau protocole, alors pas la pause publicitaire et commerciale déguisée en pause fraîcheur, mais ce nouveau protocole FIFA d'avant-match avec les immenses drapeaux déployés sur la pelouse et les 26 joueurs de chaque équipe dans le rond central pour chanter l'hymne national, c'est super, c'est magnifique, c'est fastueux, et ça donne des frissons et un côté cérémonial très majestueux avant les coups d'envoi. Belle innovation, j'espère que ça sera repris, notamment pour l'Euro 2028. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas en tout cas à partager votre opinion en commentaire et évidemment, comme je vous l'ai dit au début, à partager ce qui vous a marqué, ce qui est à suivre dans les tribunes selon vous pour cette Coupe du Monde. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Un grand merci d'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, c'est gratuit, c'est très important et ça référence la vidéo. N'oubliez pas non plus de mettre un petit boost sur votre téléphone ou tablette et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne manquer évidemment aucune nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Très belle fin de semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Et surtout, comme toujours les amis, profitez des vôtres. Ciao.